Salut à tous, nous voici de retour pour une nouvelle capsule motivationnelle. On reste sur la recherche vis-à-vis des ingrédients actifs éventuels qui pourraient expliquer l'efficacité de l'entretien motivationnel et on se retrouve comme promis avec un nouvel article signé McGill. Donc là, on rentre un petit peu plus dans ce qui est chiffré, puisqu'on a une revue systématique avec méta-analyse, vous allez le voir dans un instant, voilà, qui a comme objectif l'évaluation des hypothèses techniques, donc à la fois ce qu'on avait vu la fois passée, le chemin A, chemin B, PAF A, PAF B, et l'hypothèse relationnelle en entretien motivationnel. Alors c'est une revue systématique donc qui couvre une quinzaine d'années à peu près de recherche, avec une inclusion qui est très large puisqu'on s'intéresse à toutes les formes de délivrance de l'entretien motivationnel. Donc il y a un certain nombre d'approches, y compris des stratégies brèves en fait, qui sont inclus là-dedans. On utilise, enfin, les papiers inclus utilisent obligatoirement un système de codage, donc type MIT, type MISC, etc., pour examiner si les processus sont bien suivis par les cliniciens. Et donc là aussi, une inclusion très large en termes de critères de jugement, puisqu'on retrouve un changement dans les comportements à risque. Donc c'est du tout venant, addiction, régime, exercice physique, enfin adhérence, observance à la médication, à l'exercice physique, à du régime alimentaire, etc. Donc c'est très large, avec des follow-up qui sont pas mentionnés spécifiquement, c'est-à-dire même si vous avez un suivi à 2 semaines ou si vous avez suivi à 1 an ou 2, en fait, c'est inclus dans le papier. Donc le papier propose statistiquement de calculer des tailles d'effet pour chaque chemin, donc PAF A, PAF B, c'est ce que vous voyez ici récapitulé dans le tableau, et aussi pour l'aspect relationnel, donc pour mémoire, le chemin A, c'est le lien entre les compétences du praticien en EM et ce que ça change en termes de langage du patient, notamment discours maintien, discours changement. Le chemin B, qui est aussi technique, c'est le lien entre le langage du patient et les résultats obtenus, et l'hypothèse relationnelle, le lien entre l'empathie et l'esprit de l'EM du praticien et ce que ça va donner comme résultat chez le patient. La particularité du papier, c'est aussi de proposer un modèle processuel conditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une hétérogénéité dans les tailles d'effets, en fait, on va faire une analyse statistique en tenant compte de certains modérateurs, à la fois interpersonnels, c'est-à-dire le côté relationnel, vous le verrez tout à l'heure, ça sera un petit peu plus clair, et puis des modérateurs intrapersonnels. Alors il y en a un seul qui est utilisé dans le papier, c'est la recherche ou non de traitement par le patient. Attention et méga attention, on est sur une qualité de revue systématique qui est sans doute relativement faible. Pourquoi? D'abord parce que l'inclusion, vous avez vu, est extrêmement large, mais surtout parce que le papier ne suit pas le prisma, c'est-à-dire qu'on est, et d'ailleurs le grade, donc on n'a aucune idée de la qualité méthodologique des papiers qui sont inclus. Donc vous voyez, on est très loin d'une revue type Cochrane. Donc prudence avec les conclusions de ce travail, voilà, qui sont soumis sans doute à des risques de biais assez importants. Alors juste une idée du fameux flowchart, le diagramme de flux, vous savez, pour que vous ayez un ordre d'idée surtout de combien finalement d'études ont été incluses. Donc vous en avez 36 qui a permis le calcul de 40 tailles d'effets et avec un nombre d'individus concernés de plus de 3000. Ça vous donne à peu près une idée de l'importance de ce travail. Et donc là, on est sur une capsule, donc vous voyez, c'est assez succinct. Voilà ce que proposent les auteurs pour synthétiser leur travail. Donc comme c'est pas forcément évident à lire, je vais détailler les résultats sur la diapo d'après, ça sera un petit peu plus simple. Alors, première chose en ce qui concerne le chemin A, c'est-à-dire, souvenez-vous, le lien entre ce que fait le praticien sur le plan technique et ce que ça va faire sur le patient en termes de langage et notamment de discours maintien, discours changement. Si on observe la fréquence du discours changement,
Eh bien, si le praticien adhère à l'EM, on a une augmentation statistiquement significative, c'est-à-dire que si le praticien utilise bien l'EM, que les systèmes de codage le confirment, eh bien ça augmente la fréquence du discours changement chez le patient. Si le praticien n'adhère pas à l'EM, on ne retrouve pas de différence statistiquement significative, décidément. Concernant la fréquence du discours maintien, alors si le praticien n'adhère pas à des comportements EM, on a une augmentation du discours maintien, donc jusque-là ça paraît logique. Petite chose intéressante, si le praticien adhère à l'EM sur le plan technique, il va y avoir une augmentation statistiquement significative de la fréquence du discours maintien chez le patient. Et ça peut s'expliquer par peut-être, c'est pas dit dans le papier, mais si vous comprenez un petit peu les techniques qui sont engagées en EM, peut-être qu'il y a pas mal de praticiens qui explorent le discours maintien avec une technique du style épuiser le discours maintien. Donc ça peut expliquer le fait que la fréquence augmente alors que il y a une adhérence à l'EM. Et puis, chose intéressante, la proportion des compétences en EM est corrélée positivement à la proportion du discours changement, c'est-à-dire quand on commence à s'intéresser justement à ces notions de quelle quantité de compétences avec les codages, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, plus on monte dans les codages en termes de qualité, en termes comment dire, du fait que le praticien va suivre le plus fidèlement possible l'EM, eh bien, ça augmente proportionnellement le discours changement. Concernant le chemin B, donc c'est celui qui concerne une fois que le discours, le langage du patient change, qu'est-ce que ça fait comme résultat? Ce qu'on retrouve, c'est que pour la fréquence du discours changement et les bons résultats, il n'y a pas de différence, enfin on ne retrouve pas de choses significatives. Par contre, quand la fréquence du discours maintien augmente, elle est plus corrélée à des mauvais résultats. Donc vous voyez, finalement, si on s'intéresse aux fréquences, ça serait plus la fréquence du discours maintien qui nous dirait, attention, sans doute qu'il va y avoir une absence de résultats positifs. Et par contre, chose positive, la proportion entre le discours changement et le discours maintien, eh bien si cette proportion de discours changement par rapport au discours maintien augmente, là on a une corrélation avec les bons résultats. Ce qui fait que si vous additionnez chemin A, chemin B, on a dans cette revue systématique avec méta-analyse l'hypothèse technique qui se confirmerait. Je le dis tout de suite, c'est ici, l'hypothèse relationnelle, que ce soit sur l'empathie ou l'esprit de l'EM, donc avec des systèmes de codage, n'a pas retrouvé, si vous voulez, n'a pas montré de corrélation avec des résultats de changement de comportement observables. Donc dans ce papier, dans ce travail de revue, l'hypothèse relationnelle n'est pas soutenue par les faits, contrairement à l'hypothèse technique. Un dernier point sur les modérateurs, il y a dans un certain nombre de cas une hétérogénéité donc des tailles des faits, donc du coup ils ont appliqué leur système de modérateurs inter- et intrapersonnels. À ce moment-là, en interpersonnel, empathie et esprit peuvent venir expliquer une toute petite partie de la variance, comme le modérateur intrapersonnel qui est ce que le patient cherche un traitement ou est-ce qu'il n'en cherche pas. Ça serait aussi modérateur de la variance, mais dans des, on va dire, dans des amplitudes très faibles. Donc on peut oublier aussi ces modérateurs dans ce papier. Donc si on fait le point vraiment très rapidement, eh bien ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce papier, l'hypothèse technique semble se vérifier, mais pas l'hypothèse relationnelle. Alors vous verrez plus tard que ces résultats, eh bien évidemment, peuvent être enfin, on peut tout à fait les critiquer et il y a un certain nombre d'essais contrôlés randomisés qui sont très bien faits et qui permettent aussi de se faire une idée plus précise. Et donc n'oubliez pas que cette revue est très intéressante, mais évidemment elle a des biais méthodologiques qui fait que il faut sans doute la prendre avec des pincettes. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture de ce papier de McGill et à bientôt pour une nouvelle capsule motivationnelle.